Si je vous disais que la chute du mur de Berlin est due à un papier lu par hasard lors d'une conférence de presse ou au nombre insuffisant d'armes dans les stocks pour repousser quelques milliers de personnes. Le 9 novembre 1989, le monde entier assiste à la chute d'une frontière que l'on pensait encore solidement en place pour au moins quelques décennies. Je ne pensais pas voir la chute du mur de Berlin de mon vivant. Je pensais que mes enfants peut-être le verraient, mais moi je n'y croyais pas. C'était tellement solide, les régimes étaient tellement durs que c'était inimaginable. Symbole d'une Allemagne coupée en deux depuis 1949 par la guerre froide, mais aussi celui d'un monde partagé entre deux blocs qui se font face. Retour sur la chute de ce qu'a appelé l'Occident et les Allemands pendant près de 30 ans, le mur de la honte. La chute du mur de Berlin est certes un événement inattendu, mais pas inexplicable. Et pour comprendre, il faut repartir du point de départ, c'est-à-dire l'arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'URSS en 1985. Symbole d'une jeune garde voulant s'opposer à la vieille nomenclatura pour tenter d'inaugurer une sorte de communisme moderne. Et cette opposition va éclater au grand jour à Berlin lors du lancement des célébrations des 40 ans de la République démocratique allemande le 6 octobre 1989. Avec tout le monde qui vient là, tout le Gotha du communisme, Fidel Castro, enfin tout le monde est là. Et puis il y a des parades avec déjà des gens qui crient Gorbatchev, Gorbatchev, sous-entendu on veut des réformes. Et puis pendant le dîner de gala, qui est dans un lieu qui s'appelle le Palais de la République, sous les fenêtres, il y a des milliers de gens qui viennent et qui, au lieu d'applaudir à tous ces grandes figures, réclament des réformes et réclament Gorbatchev, Gorbatchev. Et ça se termine très mal parce que la police qui au départ, on leur avait donné des consignes en disant c'est la fête, faut quand même pas. Là, comme c'est tellement virulent, ils commencent à refouler les gens dans un quartier à côté et ils les enferment et ils les matraquent. Et il y a plus de 2-3 000 arrestations, on ne sait pas exactement. 2 à 3 000 arrestations à travers tout le pays, car il n'y a pas qu'à Berlin qu'on conteste. Lors de cette soirée, Mikhaïl Gorbatchev continue de plaider pour mettre en place ces réformes, symbolisées par cette phrase à Henrik Honecker, alors dirigeant de la RDA, « L'histoire punit celui qui est en retard ». Les arrestations déclenchent une vague de protestations et chaque soirée apporte son lot de preuves que la peur a changé de camp, notamment lorsque les agents de la Stasi qui surveillent les allées et venues des manifestants se font copieusement insulter par ces derniers sans réagir. À la mi-octobre 89, donc 3 semaines avant la chute du mur, il y a une révolution de palais, on vire la vieille garde. Et il y a le dauphin du chef de l'Allemagne de l'Est qui s'appelait Erich Honecker, qui prend sa place, il s'appelle Egon Krenz, et Krenz, il se dit, bon, il faut que j'ouvre les vannes pour qu'il se passe des choses. Et il commence une première réforme des voyages, parce qu'ils savent que c'est urgent. Car au-delà des réformes, c'est la liberté de voyager que réclament les manifestants, mais également la volonté de voir un pays coupé en deux depuis presque 40 ans se réunifier. Et arrive enfin le fameux soir du 9 novembre 1989. Il y a un papier qui est préparé pour donner la liberté de voyage totale aux gens sans autorisation préalable, ce qui est une révolution. Et donc la journée se passe, le 9 novembre, ce papier est élaboré, et le soir, le porte-parole, qui est lui-même membre du bureau politique, doit faire une conférence de presse, comme il fait tous les soirs. Et Günther Schabowski, au moment où il va à la conférence de presse, il voit Krenz, donc le nouveau chef du parti, qui est le patron donc, du pays, et Krenz lui dit « Ah, tiens, j'ai un papier là sur les voyages, il faut que tu leur donnes ça à la presse. » Et l'autre prend la chemise, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il monte dans la voiture, il va au centre de presse, il s'installe, centre de presse, il répond à des questions. Puis à un moment, il y a un journaliste italien qui lui dit « Mais vous aviez tenté une réforme des voyages l'autre jour, là, qui a été un flop complet. Quelle leçon vous en tirez ?» Et là, Schabowski dit, elle pense « Ah, mais j'ai le papier que l'autre m'a donné. » Donc il sort le papier, il dit « J'ai un truc à vous dire là-dessus. » Et il lit le papier en disant voilà, désormais, les citoyens est-allemands vont pouvoir sortir sans autorisation préalable, etc. Et alors, il y a un journaliste ouest-allemand, cette fois-ci, qui lui dit « Mais ce sera quand, cette histoire ?» Et il dit je pars du principe que c'est immédiat. Et donc c'est une bombe atomique qui vient d'exploser, parce que tout d'un coup, il y a la liberté de voyage, donc ipso facto, le mur ne sert plus à rien. Et alors, les Allemands de l'Est sont méfiants. Mais à 8h du soir, la première chaîne ouest-allemande, ils regardent tous la télé ouest-allemande, c'est la seule qu'ils croient, l'autre télé c'est une télé de propagande. Et la première chaîne ouvre en disant « Décision révolutionnaire, désormais les Allemands de l'Est vont pouvoir voyager librement ». Et alors les gens qui ont vu ce journal ont commencé à aller dans un poste de passage de frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest qui s'appelle Bornholmer Straße.
Et à Bornholm-Strasse, il y a quelques centaines de Pékins qui viennent vers 9h et qui disent je veux sortir. Et le colonel qui dirige le poste dit mais j'ai pas de consigne, personne sort. Il dit si, mais c'est officiel, c'est même passé à la télévision. Non, mais j'ai pas de consigne. Donc ils envoient un commissariat, puis ils reviennent, le commissariat leur dit non, on sait rien. Mais pendant ce temps-là, les gens s'accumulent. Il y en a 2000, 10 000, et il y a plusieurs dizaines de milliers. Et lui, il appelle à la Stasi, il appelle le siège. J'ai des milliers de gens qui demandent à sortir, qu'est-ce que je fais? Et personne ne lui donne de consigne, aucune. Puis à un moment, il y a un type qui dit écoute, débrouille-toi, fais ce que tu veux. Et donc lui, il réunit ses officiers, les jeunes officiers avec lui, et il dit on a combien d'armes dans le poste? Et alors les officiers sont un peu interloqués, ils disent, j'ai oublié le chiffre, mais il dit admettons qu'il y en a 15. Il dit donc avec 15 armes, même si on tire bien, on va descendre combien? 100 personnes. Et puis après, on sera tous pendus. Donc il n'y a qu'une décision à prendre, on ouvre. Et il envoie un message au siège de la Stasi en disant j'ouvre la barrière. Et à 23h29, la barrière s'ouvre. Tout d'un coup, il y a un flot humain qui va se déverser sur Berlin-Ouest. Alors que personne n'a prévu ça. Et vous avez des milliers de gens qui, pendant la nuit, vont être toute la nuit dans les rues de Berlin-Ouest. Voilà, et comme ça. Et après, c'est fini, il n'y a plus de mur. Vous avez ouvert la chose, le mur n'existe plus.